La Lers, c'est un endroit où je m'entraîne depuis toute petite. Mes premiers coups de pagaie, je devais avoir 7-8 ans. Aujourd'hui, je m'entraîne encore dessus, j'ai 21 ans et pourtant le plaisir est resté le même. Quand je navigue sur la Lers, c'est vraiment un retour aux sources. Et la Lers, c'est aussi la source du bassin, là où tout commence. Il fut un temps où le bassin d'Arcachon n'existait pas. Une époque lointaine où la Lers et les rivières landaises plongeaient directement dans l'océan. Au début, se trouvaient sur l'étendue de landaise des rivières, dont la Lers qui s'écoulait vers le large. Si vous voulez, les Landes s'étendaient en gros jusqu'à 100 km au large. Le niveau marin était beaucoup plus bas. La remontée du niveau marin a repoussé les sables vers le continent, enfermant les lacs landais et le bassin d'Arcachon derrière un rideau de dunes. Mais contrairement au lac landais, le bassin d'Arcachon est resté ouvert sur l'océan, grâce à une conjonction rare de facteurs géologiques. Il existe une faille qui suit le littoral est du bassin, entre Biganos et Arès, qui explique que, à la différence des lacs landais, le bassin d'Arcachon ne s'est pas fermé. L'effet de l'enfoncement des sédiments dans ce secteur précis du bassin a permis de maintenir le bassin ouvert. L'estuaire de la Lers a bénéficié d'une configuration géologique exceptionnelle, mais son débit plutôt modeste ne peut expliquer à lui seul la naissance d'un espace aussi vaste que le bassin d'Arcachon. Il doit son existence en tant que lagune à la puissance des marées océaniques. Ce marnage, la différence de niveau entre la pleine mer et la basse mer, engendre des courants de marée qui sont capables de maintenir ouverte la passe. 2 fois par jour, entre 200 et 400 millions de mètres cubes d'eau s'engouffrent dans le bassin. Au fil des siècles, ce va-et-vient puissant, conjugué au fort courant côtier, la dérive littorale nord-sud, ont achevé de tracer le profil du bassin d'Arcachon. Dans l'ensemble, la géométrie du bassin n'a pas changé depuis le siècle de Louis XIV. Entre l'époque romaine et l'époque mérovingienne, la dérive littorale pousse la dune côtière vers le sud. Le Cap Ferret se préfigure, tandis qu'une langue de sable se déploie vers le nord depuis l'emplacement qu'occupe actuellement Arcachon. À l'époque médiévale, le bassin commence à offrir une configuration proche de celle qu'on lui connaît aujourd'hui. Si le Cap Ferret s'agrandit de plus en plus, la péninsule au sud disparaît au fil du temps, sous les assauts conjugués des courants de marée et des vents océaniques. La seule terre émergeant au milieu de la lagune restant l'île aux oiseaux. Cette petite mer intérieure, à la fois baie, estuaire et lagune, fait du bassin d'Arcachon un plan d'eau unique en France, un joyau de la nature. Le bassin d'Arcachon est un lieu de biodiversité exceptionnelle sur la côte atlantique française, avec cette richesse entre terre et mer, des eaux douces et des eaux océaniques. On a des présalés qui sont en bon état de conservation et qui permettent, selon les coefficients de marée, lorsqu'ils sont en eau, à toute la faune marine de venir s'alimenter sur ces espaces terrestres.
Et puis on est situé également sur un couloir de migration très important nord-sud pour les oiseaux. On a aussi le plus grand herbier de zosternen d'Europe, donc c'est quand même quelque chose de majeur en termes de richesse de la biodiversité. On est ici sur des écosystèmes dont l'état de conservation est encore très préservé. Et puis, c'est important aussi pour les activités humaines qui dépendent de ces écosystèmes. Pour les professionnels de la mer ou les amoureux d'activités nautiques, le bassin d'Arcachon est aussi un lieu hors du commun. Alors, le côté magique du bassin, c'est quand il est surtout très calme, où c'est une mer d'huile, où il n'y a pas forcément beaucoup de bateaux. Tout simplement, c'est magnifique. Je ne verrai pas ostréiculteur ailleurs. On a une richesse qui n'est pas comparable à d'autres sites en France. On est un bassin qui est quand même protégé de l'océan, d'où l'intérêt des ostréiculteurs de s'installer chez nous. On vit au rythme de la nature. Il y a quand même, au-delà de la Laire, des espaces qui sont magnifiques sur le bassin. Et c'est des points de vue sur l'eau qu'on n'a pas quand on est sur la terre. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est des choses qui sont encore préservées et j'espère que ça continuera à être aussi beau, quoi. Cette richesse entre terre et mer concourt à nous permettre sur le bassin d'Arcachon de côtoyer des rythmes à la fois journaliers à la marée, saisonniers et plus largement des grands cycles naturels de manière absolument exceptionnelle. Et ça nous donne à la fois une chance parce qu'on peut les côtoyer, on peut les observer et ça nous donne aussi une grande responsabilité pour les préserver. Effectivement, on a cette responsabilité environnementale et finalement, les enjeux principaux aujourd'hui, ça reste la gestion des eaux usées, ça reste la gestion des eaux pluviales, sur laquelle il faut encore travailler. On a beaucoup de travail sur ce sujet, notamment face au risque, le risque submersion marine, le risque érosion. Donc ça, ce sont des vrais sujets. Et tout ça avec un seul fil rouge, préserver la qualité de l'eau et faire en sorte de limiter notre empreinte dans le milieu. En fait, pour organiser ce lien terre-mer, il faut regarder la terre de la mer. Et là, on prend conscience de la fragilité du système et de nos enjeux. C'est ce lien terre-mer que nous devons apprendre à conjuguer pour concilier notre présence et la préservation de la qualité de l'eau. Douce ou salée, calme ou tempétueuse, souvent imprévisible, toujours en mouvement. L'eau est le véritable trait d'union, l'élément qui fait coexister l'homme et la nature sur le bassin d'Arcachon. C'est à son contact qu'on mesure l'incroyable richesse, mais aussi la fragilité de ce lieu unique en France. C'est complètement un miracle le bassin d'Arcachon, qu'on veut préserver, qu'on veut partager et qu'on veut préserver à la fois. Si l'histoire du bassin est liée à des facteurs essentiellement géologiques, son présent comme son avenir dépendent aussi de l'homme et de sa capacité à le préserver.